Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire de clôture de l'Observatoire Défense et Climat. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement. Je suis chargé de mission sécurité climatique au sein de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. Et je coordonne entre autres les travaux de cet observatoire qui est piloté par l'Institut des relations internationales et stratégiques depuis sa création en 2016. Alors nous sommes réunis aujourd'hui afin de marquer la fin de presque 5 années de travaux sur les impacts sécuritaires et de défense liés au changement climatique. 5 années pendant lesquelles cet observatoire a permis au ministère des Armées de se saisir très concrètement de tous ces enjeux et nous aurons bien sûr l'occasion d'en discuter plus précisément dans quelques instants. Et pour commencer, je voudrais présenter nos intervenants aujourd'hui. Alors, tout d'abord, nous avons la chance de compter parmi nous le contre-amiral Hervé Hamelin, qui introduira ce séminaire de clôture. Alors, le contre-amiral Hamelin est adjoint au chef de service des affaires de sécurité internationale au sein de la DGAIS et il est également coordinateur défense pour la sécurité et la sûreté des espaces maritimes. Monsieur François Gemène, qui est spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement, auteur principal pour le GIEC, directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège, en Belgique, qui est un centre de recherche consacré aux interactions entre les migrations et l'environnement, et co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat. Bonsoir à tous et à toutes. Monsieur Nicolas Regaud, qui est délégué au développement international à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Nicolas Regaud est docteur en sciences politiques et il travaille notamment sur les questions stratégiques en Indo-Pacifique et sur la sécurité climatique. Il a notamment été l'organisateur de la première conférence internationale des ministres et hauts responsables de la défense, Climat et défense, quels enjeux, qui a été organisée par le ministère des Armées à l'école militaire en 2015, en marge de la COP 21. Et enfin, Madame Julia Tass, qui est co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat avec François Gemène, qui est chercheuse et responsable du programme Climat, Énergie et Sécurité à l'IRIS, où elle travaille sur les impacts géopolitiques et sécuritaires des changements climatiques. Julia s'est spécialisée sur les enjeux maritimes, après avoir travaillé sur ces enjeux au sein de diverses structures, comme par exemple l'AFD, l'AFAO ou le World Ocean Council. Alors, la première partie sera consacrée aux présentations des intervenants et une seconde partie de 20 minutes sera réservée aux questions-réponses. Donc, je vous invite à poser vos questions dans la partie questions-réponses qui se trouve sur la barre en bas de votre écran et nous ferons de notre mieux pour y répondre le temps venu. Voilà, je vais laisser maintenant la parole au contre-amiral Hervé Hamelin pour introduire le séminaire. Merci Tom, bonjour à tous, mesdames, messieurs. Je suis très heureux d'introduire ce séminaire de clôture de l'Observatoire Défense et Climat. C'est une très belle occasion de revenir sur pratiquement 5 années de travaux très denses, grâce auxquels le ministère des Armées a pu non seulement se saisir des enjeux sécuritaires et de défense liés au changement climatique, mais également s'affirmer à l'international comme un acteur particulièrement proactif, engagé sur ces questions et reconnu comme tel par ses partenaires stratégiques. Alors, à première vue, ce n'était pas gagné. Pendant longtemps, ces questions ont difficilement trouvé leur place au sein du ministère des Armées, questions considérées souvent comme relevant plutôt d'autres départements ministériels, notamment ceux en charge du développement, de l'énergie, des affaires étrangères ou de la transition écologique. Il ne suffit en effet pas de parler de migration, de cyclones et de montée du niveau des océans pour convaincre que les armées ont un rôle à jouer et que le changement climatique les concerne également. Je voudrais donc, avant de revenir plus en détail sur ces presque 5 ans passés, commencer par 3 remarques qui sont, à mon sens, structurantes. Tout d'abord, c'est un fait, le changement climatique a d'ores et déjà des effets de grande ampleur sur la sécurité au sens large, comme l'ont illustré au cours des dernières années l'intensification des événements climatiques extrêmes. On pense cyclones, vagues de chaleur, sécheresse, feux de forêt en Australie ou ailleurs, et vous avez sans doute des exemples en tête. Alors, en interférant avec d'autres facteurs de l'environnement international, des facteurs politiques, structurels, conjoncturels, économiques, démographiques, religieux, le changement climatique peut dégrader la sécurité humaine et la stabilité mondiale de manière directe ou de manière indirecte. Il est ainsi largement considéré comme un multiplicateur ou un amplificateur de risques qui exacerbe les tensions existantes et aggrave les risques.
Et donc, plus qu'un enjeu économique, un enjeu écologique et environnemental, le changement climatique est, comme l'a d'ailleurs rappelé le président de la République en février dernier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, une question de sécurité à part entière. Donc, légitime de s'y intéresser. Deuxième point, comme évoqué dans l'actualisation stratégique qui a été publiée par le ministère des Armées en début d'année, l'environnement stratégique est en constante évolution, et d'ailleurs à un rythme de plus en plus rapide. Alors, la pandémie de Covid-19 a provoqué des bouleversements sociaux, économiques majeurs, qui a amplifié les divisions, les relations de pouvoir, on pense à la diplomatie des masques, créé de nouvelles tensions sur les ressources et surtout catalysé les menaces. Donc, dans ce contexte marqué par un retour assumé de la compétition entre puissances, chaque faiblesse est désormais susceptible d'être exploitée, d'ailleurs par des acteurs étatiques ou non étatiques. Et à ce titre, les enjeux climatiques rentrent désormais pleinement dans le champ stratégique. Enfin, et c'est donc mon troisième point, relever ce défi nécessite un effort de tous les acteurs, qu'ils soient publics, privés, qu'ils soient les individus ou que ce soit collectifs, et évidemment les forces armées qui sont très directement concernées comme acteurs essentiels de la sécurité nationale, internationale, et dont les missions et capacités opérationnelles évolueront très certainement sous les effets du changement climatique, et évoluent déjà. À titre d'exemple, on a une augmentation de ce qu'on appelle le SAR, donc Search and Rescue, des opérations de secours, pour lesquelles les moyens des armées sont parfois les seuls, et en tout cas interviennent très régulièrement en complément des moyens de la sécurité civile. Et puis le HADR, ce qu'on appelle le HADR, Human Assistance on Disaster Relief, donc des opérations à vocation humanitaire, qui nécessitent parfois de déployer des bases, qui nécessitent parfois de déployer des navires avec des hélicoptères, des moyens dont ne disposent pas les moyens locaux, les sécurités civiles locales ou même nos propres moyens. Donc des moyens lourds, qui sont en particulier des moyens navals. Et puis, autre impact sur les armées, eh bien, la définition des matériels, les conditions d'entraînement, etc. Voilà. Nos partenaires stratégiques, d'ailleurs, l'ont parfaitement bien compris. Au cours des derniers mois, on a assisté à une nette accélération de la prise en compte de l'impact sécuritaire du changement climatique au niveau international. Alors, vous avez par exemple la feuille de route du service d'action extérieure de l'Union européenne, le SEE, qui a été publiée en novembre 2020. L'OTAN également, avec un plan d'action climat-sécurité. C'est aussi devenu une priorité de sécurité nationale pour la nouvelle administration américaine. Donc, vous avez noté l'inflexion de politique sur ce sujet du climat, mais derrière cette inflexion politique, vous avez eu un continuum d'études, de recherches des différents observatoires, des différents acteurs, y compris étatiques, comme le Center for Naval Analysis américain, et donc une certaine continuité, mais maintenant une posture clairement affirmée. Et les Britanniques également, qui se sont saisis de ces questions, d'ailleurs en fédérant au sein des armées britanniques les différents aspects de la sécurité climatique. On pourra y revenir peut-être au cours des échanges. Voilà. Donc une vraie prise de conscience aussi de nos compétiteurs qui jouent sur ce levier, y compris dans leur zone d'influence ou dans leur zone dans lesquelles ils souhaitent être influents, et on peut penser au Pacifique Sud. Alors côté français, la prise de conscience ne date pas d'hier. La réflexion a été engagée dès 2015 avec des initiatives diverses, après que le ministère des Armées ait organisé, en marge de la COP21, la première conférence internationale de niveau ministériel sur ces questions. Et donc, ça a été un élément évidemment fondateur d'une légitimité française sur les questions du climat, mais pour lequel, dès le départ, le ministère des Armées a su fédérer et commencer à définir une vision et des scénarios. Voilà. Cette première conférence avait vocation à être suivie par d'autres, et il y en aura sans doute à l'avenir, probablement notamment dès la fin de cette année 2021 lors de la COP26. Voilà. Et c'est bien cette COP, ce side event en marge de la COP21 qui a été à l'origine à la création de l'Observatoire Défense et Climat. Alors, cet observatoire est chargé de répondre aux expressions de besoins de l'ensemble des acteurs intéressés du ministère, notamment l'état-major des armées, l'EMA, mais aussi le secrétariat général pour l'administration, le SGA, la direction générale de l'armement, la DGA, et bien sûr la DGIS. Le volet international, vous l'avez vu, est majeur et stratégique. Et donc, cet observateur est devenu le référent, ce qui permet de construire une vision, de pouvoir bien définir
en quoi on est concerné, sur quoi on peut agir, et puis définir des lignes rouges. Et donc, c'est devenu le fer de lance, un élément de référence de l'action du ministère sur cette thématique. Il est d'ailleurs très largement connu en interministériel. Et d'ailleurs, pas qu'en interministériel, à l'international aussi, mais peut-être vous y reviendrez tout à l'heure sur les partenariats. Alors, fort d'une équipe pluri- et transdisciplinaire de très haute qualité, composée de chercheurs spécialisés en relations internationales, sécurité, défense, migration, énergie, économie, climatologie, santé, tous ces éléments qui sont soit des leviers, soit des phénomènes aggravants et en tout cas impactés par le changement climatique et ayant des conséquences potentielles sur les armées. En jouant sur ces différents leviers et sur cette équipe, l'Observatoire a permis de doter le ministère des Armées d'un outil qui est polyvalent et au service de tous et adapté à une triple nécessité. La première, sensibiliser les différents organismes du ministère aux impacts opérationnels et du changement climatique. La conduite du changement et l'adhésion du ministère des Armées à ces questions. Donc ça s'est fait à travers d'études régionales et thématiques, mais également au travers de l'initiation d'un travail d'analyse sur la résilience de nos emprises militaires, donc quelque chose de très concret, résilience de nos emprises militaires au changement climatique, avec la formalisation d'une méthodologie standardisée. Donc, pas uniquement le constat, mais première étape importante, mais aussi une méthodologie d'analyse, ce qu'on appelait la CMI, Climate Change Evaluation Methodology for Military Infrastructure. Deuxième priorité, deuxième important point de sensibilisation, entamer les travaux de cartographie des risques liés au changement climatique dans les zones d'intérêt pour la France. Et vous savez qu'elles sont vastes, hein, le soleil ne se couche pas sur la France et ses outre-mer. Comme celle qui a été engagée avec l'Australie à la suite des visites du président Emmanuel Macron en 2018 et consacrée aux enjeux sécuritaires liés au changement climatique dans l'océan Indien. Un partenariat qui aurait pu, qui au départ devait être trilatéral, Inde, France-Australie, qui a été dans un premier temps France-Australie et auquel très certainement l'Inde se joindra à l'avenir. Vous avez 3 acteurs de l'océan Indien qui sont des acteurs qui ont à la fois des moyens d'analyse, de réflexion, d'anticipation, et puis des moyens d'action et une vraie volonté d'agir. On pense à l'action coordonnée avec l'Inde après le passage du cyclone Idai au Mozambique. Et dernier point, troisième point important, disposer d'un instrument de coopération internationale via la participation à des études internationales d'anticipation des risques climatiques. Donc, derrière cette collaboration avec l'Australie, vous avez de la coopération internationale, mais c'est aussi un sujet qui a été abordé dans le cadre de ce qui concerne directement les États du Pacifique, hein, qui, eux, ont placé les États insulaires du Pacifique, qui ont placé les questions climatiques comme étant existentielles. Donc, au travers d'un forum auquel participe la France, qui s'appelle le South Pacific Defense Ministers Meeting, et avec la Nouvelle-Zélande, la France, grâce à l'Observatoire, mène des études consacrées aux implications du changement climatique dans le Pacifique à l'horizon 2030 dans 3 domaines. On y retrouve le HADR, hein, l'assistance System Disaster Relief, les questions de sécurité maritime et la vulnérabilité des infrastructures, dont nous allons parler également. Voilà. Au cours de ces 5 dernières années, l'Observatoire a initié de nombreuses collaborations avec des partenaires également européens, Pays-Bas, Luxembourg, internationaux, j'ai cité l'Australie, mais également les États-Unis et l'Inde évoquée également, des ONG internationales, des organismes publics nationaux et internationaux. Et comme je le disais précédemment, est devenu un repère, un élément parfaitement connu et reconnu de la vision française, de la vision des armées des questions de changement climatique. C'est un point important car au-delà du pur facteur risque, la sécurité climatique est pour nous une thématique à fort potentiel de coopération qui nous permet de tisser des liens avec certains États avec lesquels nous n'aurions pas forcément eu l'occasion d'échanger. Voilà pour une présentation large de ces volets. L'Observatoire du climat a permis de s'affirmer ces dernières années comme un pays leader dans ce domaine. Nous avons les capacités de le rester, sans doute des défis, notamment des défis d'organisation. Dans ce contexte actuel de prise de conscience accrue des questions de sécurité climatique au ministère des Armées et à l'international, l'importance d'un tel outil n'est plus à démontrer. Il est important, en tout cas, de nous maintenir dans la course
de poursuivre, voire intensifier les travaux qui ont été engagés sur ces enjeux. Et c'est ce que nous allons nous attacher à faire collectivement. Et je remercie l'ensemble des acteurs qui sont à la fois partenaires et qui sont également des soutiens. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup, Amiral, pour cette introduction très claire qui montre, selon moi, très bien à quel point les travaux de l'Observatoire ont été utiles pendant toutes ces années au ministère des Armées, aussi bien pour engager une prise de conscience qui devenait nécessaire et pour montrer à quel point les armées seront affectées et concernées par les enjeux liés au changement climatique. Et donc, tous ces travaux qui ont été faits par l'Observatoire, ils ont pris différentes formes au cours des 5 dernières années. Alors, il y a eu par exemple des rapports prospectifs, qu'on a appelés des rapports d'études, qui ont suivi une logique géographique et qui proposaient en fait à la fois un examen et une prévision des impacts des changements climatiques à travers par exemple l'élaboration de scénarios de crise. Et il y a eu également les notes d'analyse qui, pour le coup, étaient des travaux un peu plus courts et qui étaient plus thématiques, qui nous ont permis d'approfondir des problématiques stratégiques, des problématiques opérationnelles liées au changement climatique. Julia et François, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de ces travaux et nous dire un peu plus en détail quels enseignements, selon vous, nous avons tirés des notes d'analyse et des rapports prospectifs? Julia, je te laisse commencer, François, si tu veux. Oh non, d'accord, je vais bien commencer. Je dirais comme principaux enseignements, c'est sans doute que la relation entre climat et sécurité ne s'arrêtait pas à la seule question des conflits internationaux, comme c'est souvent décrit lorsque la presse ou lorsque le débat public évoque ces questions. C'est-à-dire qu'on parle toujours de potentiels conflits climatiques, de potentielles guerres du climat. Vous aurez encore sans doute vu la fuite d'un rapport préliminaire du GIEC qui était diffusé par l'agence France-Presse ce matin. Et évidemment, c'est une rhétorique qui revient souvent. Néanmoins, ce qu'on a vu dans les différents travaux de l'Observatoire, c'est qu'en réalité, la relation entre climat et sécurité était bien plus complexe, bien plus diffuse à certains égards, et surtout qu'elle connaissait des ramifications qu'une analyse simple des débats publics ne permettait pas de soupçonner. Parce qu'elle allait, par exemple, fragiliser certains États ou les politiques de certains États, et donc elle allait placer des territoires et des populations dans des situations de plus grande vulnérabilité qui potentiellement allaient à leur tour engendrer davantage de violence, qu'elle allait parfois mettre à mal la légitimité et la capacité de l'État à répondre à des demandes légitimes de sa population, notamment à pouvoir satisfaire certains besoins primaires, notamment en termes de nourriture de sa population, que potentiellement il y avait toute une série de mouvements sociaux ou de troubles à l'ordre public qui pouvaient être liés à des dérèglements climatiques, que certains mouvements violents, voire même extrémistes ou terroristes, pouvaient s'enraciner dans la crise climatique et pouvaient mettre à profit des phénomènes de raréfaction des ressources ou de tensions entre populations autour de ces ressources. On l'a vu notamment dans la région du lac Tchad. Et puis qu'il y avait aussi de véritables enjeux opérationnels pour les armées. C'est-à-dire qu'en plus de nouveaux risques et de nouveaux terrains, je dirais, de conflictualité, il y avait aussi de nouveaux enjeux opérationnels pour les armées, qui concernaient à la fois la vulnérabilité du matériel, des bases ou de certaines opérations, qui concernaient aussi de nouvelles missions, et je pense en particulier aux missions d'assistance humanitaire, aux missions d'évacuation des populations, aux missions de secours aux populations après des catastrophes. Et donc, en réalité, il y a ici tout un volet des missions des armées qui va devoir être repensé à l'aune du changement climatique. Et puis c'est peut-être le dernier aspect que je voulais évoquer, il y a question évidemment de l'empreinte carbone des armées au sein des différents ministères de la République. C'est sans doute le ministère des Armées qui a l'empreinte carbone la plus lourde, et ce n'est pas une particularité française. Dans à peu près tous les pays du monde, c'est toujours le ministère de la Défense ou des Armées qui a l'empreinte carbone la plus lourde. Et effectivement, il y a une grande dépendance aussi
des opérations militaires aux ressources en énergie fossile, ça veut dire qu'il y a aussi là potentiellement un rôle de leadership pour les armées dans la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, qui est aussi dans leur intérêt stratégique, bien entendu. Voilà à la grosse louche un panorama assez général, mais Julia va peut-être maintenant détailler davantage les différents travaux qui ont essayé d'organiser et d'articuler ces différents enjeux. Oui, pour compléter ce qui a été dit, effectivement, ce qu'on peut tirer des différents travaux, donc comme le disait Tom, il y a eu à la fois des travaux qui portaient sur des aires géographiques, donc qui s'intéressaient à l'intersection entre des événements climatiques ou des évolutions du climat et des tensions préexistantes ou des situations, des contextes économiques, politiques ou géopolitiques préexistants. On a également, en tout cas moi en tant que chercheuse, ce que je tire de ces différents travaux, et notamment des notes d'analyse, c'est le fait que des aspects assez spécifiques, que ce soit par exemple l'impact du changement climatique sur les stocks halieutiques dans le golfe de Guinée ou dans l'Indo-Pacifique, ou encore l'impact du changement climatique sur des vecteurs de maladies comme le moustique tigre, peuvent avoir des implications sécuritaires et de défense, puisqu'ils vont, que ce soit pour la raréfaction des ressources halieutiques ou pour les modifications des zones d'incidence géographique de maladies vectorielles comme la dengue, Zika, ou de maladies comme des zoonoses, tout ça va avoir des implications pour les armées, à la fois parce que ça va directement affecter les hommes sur place, les soldats, mais aussi parce que ça va avoir des implications en termes d'opération, peut-être des implications en termes de coopération. Et ça, c'est quelque chose que, en tant que civil, on n'a pas forcément en tête quand on imagine les intersections entre défense et climat. C'est que tout doit être traité, tout le périmètre, toutes les implications climatiques pour l'homme doivent être prises en compte. Donc ça, c'était deux éléments sur lesquels je pense qu'il était peut-être intéressant de revenir. Pour ce qui est de façon plus terre à terre, pour ce qui est des livrables de l'Observatoire, il y a certaines notes donc, qui ont porté sur le risque de rupture halieutique, sur l'incidence de certaines maladies, mais aussi sur la prise en compte des changements climatiques par les forces armées américaines ou sur la vulnérabilité de certains équipements ou de certaines infrastructures des armées françaises. Merci beaucoup, Julia. Oui, effectivement, je pense pour rebondir sur ce que disait François, il y a beaucoup de rapports qui sont sortis sur le lien entre climat et sécurité d'un point de vue uniquement des conflits. Et il me semble que la grosse valeur ajoutée de tous les travaux que nous ont fournis l'Observatoire pendant toutes ces années, c'est quand même de mettre en avant cet aspect opérationnel. Tu as cité la note d'analyse sur les ressources halieutiques dans le golfe de Guinée, la note d'analyse sur les risques sanitaires. Et en fait, il y a un certain nombre de travaux qu'on a menés avec nos partenaires également. Je pense à l'étude SPDMM sur le Pacifique Sud, qui a été mentionné par l'amiral dans son introduction, qui reflète aussi cette volonté de mettre l'accent sur la partie opérationnelle et pas seulement la partie sécurité humaine. Et je vais peut-être laisser Nicolas en parler en tant que spécialiste de l'Indo-Pacifique et qui a suivi de très près ces travaux depuis leur initiation. Donc Nicolas, peut-être si tu veux dire un mot sur ces travaux, sur plus largement l'intérêt qu'a le ministère des Armées de promouvoir une approche française à l'international sur ces sujets, de coopérer avec d'autres États et surtout sur le rôle qu'a joué l'Observatoire pour cela. Oui, bonjour à tous. Oui, je pense que l'amiral Hamelin l'a dit, l'élément fondateur a été la conférence des ministres et des hauts responsables de défense en octobre 2015, un peu avant la COP 21. Et c'est important parce que ça a été une approche qu'on peut dire un peu top-down, c'est-à-dire le plus haut niveau politique qui permet de donner une impulsion et donc de lancer un certain nombre de choses. Alors, à l'époque, je dirais, les esprits n'étaient pas forcément prêts au sein des armées pour s'approprier le sujet. Et donc, dans le communiqué du ministre, qui a été pour nous une feuille de route, que nous avons préparée dans ce sens-là, il y avait un accent sur la recherche stratégique. Donc, d'abord, un outil de connaissance, c'est extrêmement important, et évidemment de coopération internationale. Donc, il y avait des propositions justement dans ce communiqué pour développer les échanges avec nos partenaires, quels qu'ils soient.
Alors, dans un premier temps, comment mettre en place les choses? Alors, on a mis, et ça a pris du temps, l'Observatoire en route. Ça nous a occupé pendant toute l'année 2016. Mais déjà, nous avons proposé, dans le cadre d'une enceinte de coopération de défense, le 5+5 défense pour la Méditerranée occidentale, qui réunit 5 pays européens et 5 pays du Maghreb. Nous avons proposé d'étudier ensemble dans le cadre le CEMRES, le cadre du Centre euro-maghrébin de recherche et d'études stratégiques, auquel participe l'IRSEM d'ailleurs, d'étudier l'impact du changement climatique sur la sécurité et la défense dans l'espace élargi du 5+5. Mais en absence d'observatoire totalement opérationnel à cette date-là, le CEMRES a fait une étude qui était intéressante, mais justement n'ayant pas la même pertinence qu'une étude de l'observatoire, parce que autour de la table, il n'y avait pas, je dirais, de spécialistes du climat et de personnes habituées ou en mesure de faire la transition entre les questions climatiques et les questions de sécurité et de défense. Donc, lors de la présidence française du 5+5, l'étude a été remise. Bon, c'est très bien, ça a été une manière, je dirais, d'inscrire déjà ce sujet dans des enceintes de coopération de défense. Et c'était notre volonté, c'est-à-dire que pour qu'il y ait appropriation et coopération internationale, il faut que ce sujet soit discuté entre militaires ou en tout cas dans des enceintes défense de coopération internationale, pas uniquement dans des conférences où nous avons des diplomates, des responsables du développement et du climat, et qui traitent, by the way, les questions de sécurité et rarement de défense parce qu'ils n'ont pas la compétence pour. Donc, c'est très important. Et donc, c'est assez naturellement qu'après, lorsque nous avons été associés, enfin, nous sommes membres fondateurs du South Pacific Defense Ministers Meeting, qui réunit des pays importants dans l'espace Pacifique, c'est-à-dire l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Tonga, Fidji, le Chili et la France. Eh bien, l'idée a été de dire on peut travailler aussi dans ce cadre-là, ça peut être un sujet de coopération, mais là, disposant de l'observatoire, nous avions, je dirais, une arme, un outil pour non seulement proposer une étude, mais en tout cas en prendre le lead. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, l'observatoire, je dirais, a été un organe de recherche, un pilote de recherche, les autres ne disposant pas d'un tel outil de connaissance et d'anticipation, et d'ailleurs très peu de pays en possèdent, eh bien ça nous a permis, je dirais, de nous inscrire dans un paysage, et comme l'a dit l'amiral Hamelin, dans l'espace océanien, l'impact sécuritaire des changements climatiques est considéré comme la priorité, la priorité stratégique numéro 1, comme le dit une déclaration du Forum des îles du Pacifique, la déclaration de Beau, qui souligne l'importance cruciale. Donc, ça nous a permis aussi, je dirais, de répondre à une attente de pays océaniens, alors que d'autres pays, comme l'Australie, étaient un peu, je dirais, politiquement, sur ces enjeux-là, un petit peu en arrière de la main, mais nous a suivis quand même bien volontiers pour cette étude. Donc, je crois que c'est ça qui a été très important, c'est que on se rend compte à quel point cette coopération internationale nous permet de progresser. Je donne juste un exemple. C'est grâce aussi à ces travaux que nous avons pu conduire dans le cadre du SPDMM ou avec les Australiens dans l'océan Indien, que par exemple, nous avons découvert l'existence d'un forum tout à fait intéressant, perfectible certainement, mais tout à fait intéressant, qui s'appelle le Pacific Environmental Security Forum, créé par le commandement Indo-Pacifique des États-Unis, Indopacom, en 2011, et qui réunit des agences civiles et militaires ou de sécurité sur les enjeux de sécurité environnementale. Alors, ce n'est pas que le changement climatique, mais ça nous a permis d'être aujourd'hui partie prenante à cette autre structure. Et je dirais, il y a un effet boule de neige. La coopération nous amène
à découvrir d'autres possibilités de partenariat ou d'action en commun. Et je pense que c'est absolument un des grands achievements, des grandes réalisations de l'Observatoire. Merci beaucoup, Nicolas. Effectivement, la France, grâce à l'Observatoire, s'est affirmée international comme un pilote de recherche très intéressant. Et puis, tu l'as mentionné également, il y a aussi eu l'étude franco-australienne sur l'océan Indien et sur l'océan Austral, qui est très d'actualité parce que dans quelques jours aura lieu l'IONS, donc le symposium des marines riveraines de l'océan Indien, lequel a placé la sécurité environnementale au sens large au centre de ses préoccupations et à l'occasion duquel également cette cartographie, ce rapport avec les Australiens, dont François nous dira un petit mot, sera présenté devant tous nos partenaires de l'IONS, ce qui en fait un vecteur de rayonnement très important pour la France et notamment pour le ministère des Armées. J'ajouterai juste un mot, oui, si je peux, c'est que il faut bien aussi comprendre que l'Observatoire a ceci de particulier, c'est que ce n'est pas de la recherche pour la recherche, c'est, comme on dit en anglais, policy oriented, c'est-à-dire que ce sont des recommandations pour les politiques publiques. Donc, il y a des recommandations qui ont été faites, alors pas dans le cadre du CEMRES pour le 5+5, où c'était plutôt des orientations, mais pour le SPDMM ou pour l'océan Indien, tout un ensemble de recommandations ont été présentées après lors de la réunion ministérielle du SPDMM en 2019. L'étude a duré 2 ans, hein, ça prend quand même un certain temps, et ces recommandations ont été approuvées. Donc, il y a après une mécanique à mettre en œuvre pour réexaminer toutes ces propositions et voir comment on peut les mettre en œuvre pratiquement, et c'est parfois plus ou moins facile, mais ça a été le cas également pour l'étude sur l'océan Indien. Il y a des recommandations qui, naturellement, interpellent et qui permettent aussi après aux administrations de dire, ben voilà, on a une feuille de route, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement s'inspirer de l'étude, mais une étude qui est pratique. Exactement, et recommandations d'ailleurs qui seront présentées par l'IRIS, qu'on a le plaisir d'accueillir à l'IONS, et qui font ça très bien. Et qui, voilà. Du coup, je vais peut-être laisser François dire quelques mots sur cette étude Océan Indien, sachant que François a participé à la rédaction de la partie australienne et de la partie française. La partie australienne qui portait sur la partie orientale de l'océan Indien et la partie australe, et la partie française qui traitait de l'océan Indien occidental. Tout à fait, merci Tom. Effectivement, c'est un important travail que nous avons engagé avec nos partenaires australiens, mais aussi avec nos partenaires indiens, et qui vise véritablement à pouvoir développer une cartographie des risques liés au changement climatique pour la sécurité dans l'océan Indien. Je dirais qu'un des problèmes, en quelque sorte, de l'océan Indien, c'est d'abord que c'est une des zones du monde où le changement climatique est le plus rapide. Par exemple, la hausse du niveau des mers est 4 fois plus rapide dans l'océan Indien que la moyenne au niveau global. Mais c'est aussi une zone qui, d'un point de vue géopolitique, est très scindée entre différentes aires régionales stratégiques, puisque certains pays de l'océan Indien sont évidemment des pays africains, d'autres sont des pays asiatiques ou rattachés à la Ligue arabe, notamment les Comores, et puis évidemment, il y a des territoires et départements d'outre-mer français dans l'océan Indien. Ce qui veut dire que malgré la grande cohésion géographique de cet ensemble, il y a, je dirais, une absence de cohésion géopolitique ou géostratégique qui parfois ne permet pas bien d'appréhender des risques qui sont communs à l'ensemble des territoires de l'océan Indien. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a fait cet exercice de cartographie des risques avec nos partenaires australiens ou indiens, en nous répartissant globalement des zones de l'océan Indien, mais aussi en collaborant les uns avec les autres. L'idée n'était pas de découper l'océan Indien en carrés, mais plutôt de définir des responsabilités pour les uns et pour les autres. On a touché à des questions aussi diverses que des questions de pêche illégale, de piraterie, de stock halieutique, évidemment de hausse du niveau des mers, également des questions d'influence étrangère dans la zone. La question de l'influence chinoise dans la zone est évidemment une question importante qui va être exacerbée par la question du changement climatique.
l'idée maintenant que ces documents ont été produits, ça va être de pouvoir les discuter dans des forums politiques et de pouvoir suggérer quelques pistes de coopération sur ces sujets. Donc, je tiens vraiment à insister, et Nicolas l'a dit également, à quel point le changement climatique peut être une piste, un véhicule de coopération entre armées. On voit souvent le changement climatique en termes de risque pour la sécurité comme un facteur de compétition et un facteur de tension. Ça peut aussi être un véhicule qui rapproche certaines puissances, mais aussi qui nous rapproche en tant que puissance militaire d'États plus petits qui vont compter sur notre aide et sur notre assistance pour assurer une sécurité dans la zone. Et donc, j'insiste vraiment sur le fait que ça peut être, si c'est bien utilisé, et évidemment ça c'est le rôle du politique et c'est le rôle de forums comme l'IONS ou comme le forum SPDMM que le contre-amiral Hamelin a mentionné dans son introduction, ça peut être aussi un puissant véhicule de coopération et de collaboration entre différents pays et différents territoires. Oui, je suis complètement d'accord. Merci beaucoup, François. Je pense effectivement que c'est une piste de coopération formidable. Et je pense aussi qu'au sein du ministère des Armées, c'est quelque chose qu'on a vraiment compris et sur lequel on capitalisera à l'avenir grâce à toutes les études. Et donc finalement, donc on a mentionné l'étude SPDMM, on a mentionné l'étude de l'océan Indien. On a parlé des Australiens, donc on se rend compte finalement que ces questions-là intéressent vraiment beaucoup de gens et de plus en plus. On a beaucoup parlé de ce que nous avons fait avec eux, la plupart du temps en prenant le lead. Et finalement, la question qu'on se pose, c'est que font les autres? Où en sont les autres? Où en sont les États-Unis? Où en sont les Britanniques? Où en sont les autres pays de l'Indo-Pacifique? Nous avons, du coup, l'Observatoire a dédié un rapport à cette question-là. Hein, c'était le rapport d'étude numéro 15 sur l'intégration des enjeux climato-environnementaux par les forces armées. Alors, où en est-on et surtout où en sont les autres, que ce soit en termes d'atténuation, en termes d'adaptation, en termes de coopération civilo-militaire, en termes d'adaptation des infrastructures, etc. Alors, je vais peut-être laisser Julia commencer. Julia, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur l'état d'avancée des autres pays, notamment en termes d'adaptation au changement climatique et de réduction de l'empreinte carbone, par exemple? Oui, bien sûr. Donc, comme ça a été dit, ça a fait l'objet d'un rapport spécifique, puisque, assez souvent, on citait la France comme exemple d'intégration des enjeux climatiques et environnementaux au sein des forces armées. Donc on a voulu s'intéresser à ce qu'avaient fait les forces armées, notamment depuis 2015 et depuis l'événement dont parlait Nicolas, plus tôt. Donc si on parle d'atténuation, donc l'atténuation en langage climatique, ça veut dire réduire son empreinte carbone, réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière à ne pas participer à exacerber le changement climatique. De ce point de vue-là, ça c'est un défi pour les armées, que ce soit l'armée française ou les armées étrangères, puisque il y a une très forte dépendance aux carburants fossiles, qui offrent quand même une capacité énergétique qu'on ne trouve pas aujourd'hui dans beaucoup d'autres sources d'énergie. Donc, si les armées se sont intéressées à une certaine forme d'atténuation, ça a surtout été par ce qu'on appelle la résilience énergétique. Donc, au cœur de ce concept, il y a le fait d'être le plus autonome possible énergétiquement. Ça peut passer par des carburants fossiles, mais ça peut aussi passer par des sources d'énergie qui sont beaucoup moins carbonées, comme des sources d'énergie renouvelables, donc solaires ou éoliennes. Donc très souvent, finalement, l'atténuation au sein des armées s'est faite comme co-bénéfice de cette résilience énergétique. Il y a certaines armées, comme l'armée des États-Unis ou les Britanniques, qui ont mis en place des bilans carbone et surtout qui les ont publiés, parce que nous, on se base sur des données publiques. Donc, il y a peut-être des armées qui ont des bilans carbone, mais qui ne publient pas les résultats. L'armée américaine et l'armée britannique le font. Et puis, il y a aussi toute une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers l'efficacité énergétique. Donc, ça va revenir à garder le même effet militaire, les mêmes effets, les mêmes résultats, en consommant moins ou en consommant différemment. Ça peut passer notamment par ce qu'on appelle la fabrication additive ou l'impression 3D, qui ont été au cœur de nombreuses recherches par des armées de pays développés comme les armées européennes ou l'armée américaine. Pour répondre à ton second point sur l'adaptation,
Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus évident, entre guillemets, puisque on subit déjà les effets du changement climatique. Alors, sur le territoire métropolitain, ça va être, ou en Europe, par exemple, ça va être des canicules qu'on ressent de plus en plus. À l'étranger, notamment aux États-Unis, ces effets des changements climatiques sont déjà très fortement présents pour les armées comme pour les populations civiles. Ça va passer par des événements climatiques extrêmes, des submersions marines, des feux de forêt aux alentours de certaines bases américaines. Donc, les armées se sont emparées de ce thème de la vulnérabilité, dont on reparlera peut-être plus tard, et d'adaptation, de fait, au changement climatique, de manière beaucoup plus rapide. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines armées qui sont notamment dans des pays qui font face à des sécheresses régulières, qui entraînent leurs soldats à opérer dans un milieu très sec, donc avec une efficacité hydrique, entre guillemets, très, très forte. Ça va être des travaux pour la production d'eau ou d'énergie de façon autonome. Ça peut aussi être l'adaptation des infrastructures à des fortes chaleurs, à des vagues de chaleur, à des événements climatiques extrêmes, à la montée du niveau des eaux. L'adaptation des équipements également, puisque ce sont des équipements qui vont devoir continuer à être opérationnels dans des conditions dégradées, des tempêtes de sable, beaucoup plus d'humidité ou beaucoup plus de chaleur. Et enfin, ça va aussi être dans la doctrine ou dans les équipements, dans les entraînements. Donc de façon bien plus large, de façon bien plus transversale, une adaptation au niveau de la doctrine même. Puisqu'il va falloir changer parfois la façon dont on envisage une opération ou dont on dimensionne les moyens pour s'adapter au changement climatique, que ce soit en termes de mission comme en termes de logistique. Merci beaucoup, Julien. J'ai noté que tu avais mentionné les enjeux de l'entraînement dans des conditions dégradées. Il me semble qu'on a parlé auparavant de sécurité maritime un petit peu avec François, avec Nicolas et l'amiral l'a mentionné également. Je pense que François, si tu pouvais nous dire peut-être un mot sur les enjeux de la coopération civilo-militaire, notamment en termes d'opérations HADR, parce que le changement climatique aura un impact sur la multiplication, voire l'intensification des événements climatiques extrêmes. Et donc, il y a des enjeux parce que les forces armées, pour le moment, sont dimensionnées, enfin, peuvent être dimensionnées pour répondre correctement à ces catastrophes-là, mais peut-être que dans le futur, elles ne le seront plus. Et donc, forcément, il y a un enjeu de coordination avec les forces civiles, et c'est quelque chose de très important aussi. Absolument, on l'a dit, à l'avenir, les armées, et c'est déjà le cas aujourd'hui dans une large mesure, les armées seront de plus en plus amenées à mener des opérations humanitaires, notamment liées aux catastrophes qui seront induites par le changement climatique. Si je prends la seule année 2020, par exemple, plus de 30 millions de personnes ont été déplacées à la suite de catastrophes naturelles. Et la très grande majorité de ces catastrophes étaient des catastrophes dites d'origine hydroclimatique, c'est-à-dire des catastrophes liées à des facteurs qui seront amplifiés par le changement climatique. On parle ici de tempêtes, d'ouragans, d'inondations ou de sécheresses. Pour donner un ordre de grandeur, 30 millions de personnes déplacées en 2020, c'est 3 fois plus que le nombre de personnes déplacées par des conflits et par des violences. Il est certain que par rapport à ces déplacements de population, par rapport aux populations sinistrées, les armées de plus en plus vont être mobilisées pour évacuer les populations, pour apporter secours et parfois pour reconstruire et permettre aux populations de rentrer chez elles. Et c'est dans ce cadre, évidemment, qu'il faut développer de plus en plus des coopérations avec la sécurité civile, c'est-à-dire avec différentes ONG, différentes agences humanitaires, soit au sein de l'ONU, soit hors de l'ONU, également des agences de protection civile sur place, de manière à essayer de maximiser l'utilisation des moyens, d'optimiser les activités et aussi parfois tout simplement de ne pas se marcher sur les pieds, si vous m'autorisez à employer cette expression un peu triviale. Dans le cadre de l'Union européenne, par exemple, il y a un mécanisme, notamment d'entraînement, qui prévoit spécifiquement quelles sont les responsabilités de chacun. Et on sait que dans des contextes d'urgence où il faut réagir très très vite, la question de la coordination est essentielle, que chacun soit dans son rôle, que chacun sache ce qu'il a à faire et sur qui il peut compter pour prendre en charge tel ou tel aspect de l'opération. Et donc, à l'avenir, et c'est déjà un mouvement qui est en cours, il faudra développer de plus en plus de coopération civilo-militaire,
ça passera aussi par de plus en plus de formation et d'entraînement commun pour que notre réaction soit la plus optimisée possible face à un nombre de catastrophes qui, malheureusement, sera amené à se multiplier sous l'effet du changement climatique. Merci François. Je pense que c'est un sujet qui intéresse et sur lequel on reviendra pendant la période de questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur le sujet. En attendant, on a dressé un petit peu le panorama opérationnel, adaptation, atténuation, coopération civilo-militaire. Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu plus du politique et de la façon dont ces enjeux sont de plus en plus pris en compte à l'international par les administrations américaines, britanniques et au sein des organisations internationales. Peut-être, Nicolas, tu pourrais nous en dire un mot? Oui, avec grand plaisir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États-Unis sur ce sujet de la sécurité climatique, été en pointe pendant très très longtemps. Donc, dès les années 90, depuis le début des années 90, sinon même la fin des années 80, il y a eu des études sur les impacts en matière de sécurité du changement climatique et il y a eu tout un ensemble de travaux, de réflexions très liés au Pentagone sur cela. Donc, ce leadership américain, ce leadership intellectuel, cette avance conceptuelle américaine est tout à fait évidente et incontestable, pendant qu'il ne se passait presque rien. Et même en France, il a fallu attendre, je dirais, le rapport de l'IRIS, justement, de 2014, pour la première fois, pour le compte du CICDE, pour avoir une étude un peu lourde et qui, surtout, pointait du doigt les conséquences sur les missions des armées. Et comme l'a dit François, c'est bien beau de parler, je dirais, de toutes les misères sécuritaires liées au changement climatique, mais pour parler aux armées, il faut leur parler de leur métier, il faut leur parler de leur mission, il faut rentrer dans les sujets opérationnels ou de soutien opérationnel. Et là, à ce moment-là, ça peut coller, ça peut matcher, on se fait comprendre, on a un langage commun. Donc, les Américains ont eu cette avance pendant très longtemps, du temps aussi de l'administration Obama. Et puis, il y a eu naturellement un grand trou, un grand vide, relatif, parce que tout ne s'est pas arrêté non plus avec la période Trump. Ce que l'on note depuis quelques années, c'est après, je dirais, une certaine stagnation internationale, mis à part le cas français, qui a été quand même assez remarquable et remarqué, c'est qu'il y a depuis peu, je ne vais pas commencer à parler en termes de mois ou d'années, mais une effervescence. C'est-à-dire que mais j'avais proposé à l'Union européenne d'organiser une conférence sur climat-défense qui a eu lieu en 2019, en juin 2019, eh bien, il a été décidé, dommage, de l'orienter plutôt sur les enjeux de sécurité et non pas tellement de défense. Donc, la défense a été un peu le parent pauvre et en fait, tout ça a été un peu du vent. Donc, à l'UE, il ne se passait pas grand-chose, mis à part, je dirais, des discours, des réflexions, oui, peut-être. Et à l'OTAN, c'était guère mieux. C'est-à-dire qu'à l'OTAN, ces aspects climatiques étaient considérés comme peu opérationnels. Et donc, les travaux de l'OTAN étaient concentrés sur les biocarburants ou la sécurité énergétique. Et la messe était dite. Qu'est-ce qu'on voit depuis? C'est que, comme l'a mentionné contre-amiral Hamelin, nous avons depuis novembre, en tout cas depuis l'adoption par le Conseil, depuis janvier 2021, une feuille de route de l'Union européenne qui englobe à la fois les questions d'atténuation et d'adaptation, ainsi que les opérations extérieures, PSDC. Donc, c'est une feuille de route du SEAE et de la Commission, soutenue par l'AED, l'Agence européenne de défense. Donc, on a quelque chose qui ressemble justement à un vrai plan d'action et on ne peut plus faire le reproche à l'UE de s'être endormi. Et quant à l'OTAN, c'est encore mieux, je dirais, parce qu'on est passé de presque rien à un plan d'action qui a beaucoup de tenue.
puisque, pour faire court, hein, il s'agit, dans ce plan d'action adopté le 14 juin dernier, de s'engager dans des études régulières pour sensibiliser l'ensemble de la communauté de défense sur les évolutions du contexte stratégique liées au changement climatique, ses impacts sur les installations, sur les moyens, sur les missions des armées, les opérations. Un autre axe d'effort sur l'impact de ces études sur les travaux de planification, encore une fois sur les questions de normes environnementales ou les normes militaires, en matière d'innovation. Voilà, donc il y aura des travaux de réflexion, mais aussi des travaux qui après vont être opérationnalisés. Il va y avoir un travail, pour parler de l'atténuation, un travail important de l'OTAN sur les méthodologies d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre pour les armées. Comment se doter d'un outil commun pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre des armées. Enfin, il est prévu aussi un aspect de coopération avec nos partenaires, bien sûr les partenaires européens, de l'ONU, mais la société civile et d'autres partenaires extérieurs. Donc, je trouve qu'il se passe quand même énormément de choses. Il y a un très grand dynamisme. C'est pour ça que contre-amiral Halmin a eu raison de souligner aussi qu'il y a aussi un enjeu pour la France, parce que nous avons longtemps été plutôt en avance, parce que l'Observatoire a été un outil de connaissance, d'anticipation, de coopération, et donc cet outil était assez unique et reste assez unique au niveau international, parce que fortement intégré au ministère des Armées. Et ça, c'est donc une force très forte. Il y a d'autres centres de recherche en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, pas beaucoup d'autres ailleurs, mais ils ne sont pas forcément intégrés et appropriés par les armées. Donc, je trouve que là, ça soulève tout un ensemble d'enjeux pour nous sur, comme ça a été signalé, sur la gouvernance, le pilotage de ces travaux de réflexion, mais aussi d'action, pour que les différents silos au sein de toute structure administrative d'une telle importance que les armées disparaissent progressivement, travaillent de concert et qu'il y ait un véritable pilotage de la politique de changement. Merci Nicolas. Oui, effectivement, toutes ces grandes organisations internationales qui auparavant ne faisaient pas grand-chose ou très peu, ou qui étaient seulement intéressées par les aspects sécurité et pas défense, font désormais des choses très intéressantes et qui sont très ambitieuses, hein, que ce soit d'ailleurs le plan d'action défense et climat de l'UE ou le plan d'action de l'OTAN mentionnent tous les deux les risques pour les infrastructures militaires. Alors, il y a très peu d'États en fait, qui s'intéressent à cette problématique et qui ont mis sur pied une méthodologie d'analyse de la vulnérabilité de leurs emprises militaires. Et encore une fois, la France se place en tête de file parce que nous avons capitalisé sur une étude que nous avions initiée sur une base en Afrique de l'Ouest. Et puis à partir de cette étude-là, nous avons réalisé, enfin l'Observatoire a réalisé une méthodologie standardisée destinée à être utilisée par le ministère des Armées et destinée aussi à être transmise potentiellement à nos partenaires, parce que je rappelle quand même qu'il s'agit d'une des recommandations du rapport SPDMM. Donc c'est quelque chose qui va très fortement intéresser nos partenaires dans l'Indo-Pacifique, qui sont particulièrement menacés par la montée des eaux et donc dont les infrastructures navales sont particulièrement menacées. Et donc, Julien, est-ce que tu pourrais prendre un petit temps pour nous parler de notre méthodologie et puis peut-être nous expliquer ce qu'elle a de différent avec celles qui ont déjà été faites, notamment par les Américains et les Britanniques, qui sont les plus avancés, je dirais, pour le moment sur ce sujet-là. Oui, pour ce qui est en tout cas de celles qui sont rendues publiques, puisqu'on ne sait pas quelles armées travaillent sur quels aspects du changement climatique sans que ce soit rendu public. Oui, effectivement, donc on l'a rapidement mentionné, mais c'est vrai que les armées sont directement impactées par le changement climatique. Et les États-Unis, encore une fois, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, étaient parmi les premiers à s'intéresser à l'impact du changement climatique sur leurs bases, notamment parce que certaines bases américaines ont été touchées par des submersions marines qui ont affecté le fonctionnement de ces bases, que ce soit des bases navales ou aériennes. Donc très vite ont été mises au point
des méthodologies qui s'inspiraient souvent de méthodologies civiles, puisque il y a beaucoup d'infrastructures touristiques ou d'infrastructures critiques dans le civil qui estiment, elles aussi, qui cherchent à évaluer la vulnérabilité de leurs équipements et de leurs infrastructures au changement climatique. Donc nous, on s'est basé à la fois sur ces méthodologies civiles, dont François pourrait également parler, et puis les méthodologies développées par des partenaires stratégiques tels que les États-Unis ou les Britanniques. Donc la méthode américaine, si je devais la résumer, je dirais qu'elle est très quantitative. Elle se base sur l'agrégation de données, et notamment par des cartes ou des modèles de données climatiques et de données logistiques, de données cartographiques et géographiques. Donc, en fait, ils vont superposer la carte d'une base, par exemple, d'une emprise, de certains points stratégiques de cette emprise, de données topographiques, etc., avec un modèle climatique, et puis ils vont calculer à partir de ça la vulnérabilité de certains points stratégiques, que ce soit le stockage ou encore de carburant, de munitions, d'équipements, ou encore la base en elle-même, avec toute la partie stratégique et puis les habitations. Ce qu'on peut reprocher, je dirais, à cette méthodologie, qui est très pratique, hein, puisqu'ils vont donner en fait un logiciel au gestionnaire de base qui va pouvoir directement mettre en pratique cette méthodologie-là. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'elle ne considère que l'emprise en elle-même, et finalement, elle s'intéresse très peu à l'expérience des personnes sur place, à ce qui a déjà pu se passer, et au milieu dans lequel la base est implantée. Les Britanniques, à contrario, eux, ils vont faire beaucoup de qualitatifs, c'est-à-dire qu'ils vont réunir les personnes clés au sein d'une emprise, et ils vont leur demander de réfléchir ensemble à ce qu'ils considèrent comme les risques les plus importants pour le fonctionnement de l'emprise et pour le bon déroulé des missions critiques et des missions de cette emprise. Donc nous, on a pris à la fois les enseignements et le meilleur de ces différentes méthodologies, et puis des méthodologies civiles, et notamment des méthodologies d'évaluation de la vulnérabilité pour des écosystèmes ou pour des services écosystémiques. Par exemple, il y a des méthodologies qui s'intéressent à la façon dont les impacts du changement climatique vont affecter certains pêcheurs, parce que les ressources halieutiques vont disparaître. Donc, ils s'intéressent aux interactions entre les pêcheurs, la façon dont les pêcheurs dépendent de l'écosystème, et puis l'écosystème en lui-même et la façon dont il va être affecté par le changement climatique. Nous, on a réuni un peu tous ces aspects-là dans la méthodologie dont parlait l'amiral tout à l'heure, pour essayer de mettre au point une méthodologie qui soit à la fois systématique, donc qui puisse s'appliquer à toutes les emprises françaises ou les emprises des partenaires stratégiques de la France, qui soit qualitative comme la méthodologie britannique, quantitative comme la méthodologie américaine quand c'est possible, souvent pour ce qui est de données climatiques, et puis systémique dans le sens où on ne va pas seulement considérer l'emprise en elle-même et la vulnérabilité de l'emprise, donc des infrastructures, des voies de communication essentielles, etc. Donc pas seulement ces aspects logistiques, humains, fonctionnels et leur vulnérabilité climatique, mais aussi la vulnérabilité climatique de tout le milieu dans lequel l'emprise est implantée, c'est-à-dire le milieu environnemental, évidemment, donc les écosystèmes, s'il va y avoir de la déforestation en amont d'une emprise, ça peut avoir un impact sur, par exemple, la probabilité de glissement de terrain dans le cas d'événements climatiques extrêmes, mais aussi la vulnérabilité climatique des personnes aux alentours. Donc ça peut, si par exemple l'emprise est située près d'un milieu urbain, on va essayer de prendre en compte les risques pour les personnes, les populations qui y vivent, de manière à ce que les gestionnaires d'une emprise puissent avoir un aperçu de la vulnérabilité de l'infrastructure, mais aussi de l'environnement dans lequel il se trouve, immédiat, et qui pourrait avoir un impact sur le fonctionnement de cette emprise. Pour finir peut-être sur cette méthodologie-là, donc qu'on va aussi utiliser, comme vous le disiez, comme un pont entre les différents, entre les armées et puis avec les partenaires stratégiques de la France. Ce qu'on cherche vraiment à comprendre, c'est l'impact du changement climatique sur les missions, les fonctions de l'emprise. Et donc, on va venir vraiment regarder à la fin, finalement, le résultat de cette évaluation, ça va être
quelles missions, quelles fonctions vont être affectées par le changement climatique, à quelles échéances et de quelle manière. Et on propose des potentiels d'adaptation, c'est-à-dire sans cibler spécifiquement qu'est-ce qu'il faut faire et quand, on va pouvoir dire si telle mission ou telle fonction peuvent continuer à opérer de la même manière malgré des conditions dégradées, ou si au contraire il va falloir s'y intéresser de manière rapide, s'il faut que ça constitue des priorités pour le ministère des Armées, parce que, par exemple, les entraînements, on peut mettre des climatisations dans les bâtiments, mais ça reste très difficile de continuer à organiser des entraînements si le milieu est très chaud et très humide, tout simplement parce que les hommes ne peuvent pas opérer dans ces conditions-là et ne peuvent pas continuer à s'entraîner dans ces conditions-là. Donc il va falloir adapter les entraînements et de manière assez rapide en les organisant à des temps différents, à des saisons différentes, à des heures différentes ou dans des conditions différentes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Tom, dans son intégralité. Je pense que c'était assez clair. Peut-être que cela soulèvera d'ailleurs certaines questions. Merci beaucoup, Julien. En tout cas, je vous propose d'ailleurs qu'on passe désormais aux questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions déjà. Alors, il y en a une qui est peut-être adressée au contre-amiral Hamelin, qui concerne les opérations HADR. Est-ce que ces interventions humanitaires influent sur le dimensionnement des moyens des armées? Alors peut-être que la question, c'est est-ce qu'à l'avenir, le fait qu'il y ait une multiplication des événements climatiques extrêmes ait un impact sur les moyens qui sont alloués à ces opérations-là? Oui, merci Tom et merci pour cette question. Alors effectivement, c'est la problématique. C'est est-ce que finalement, on va être obligé de dédier des moyens spécifiques à des évolutions et à des conditions qui sont liées au climat. Alors la réponse, elle est un petit peu, c'est un peu une réponse de Normand. Hein, je suis Normand. En réalité, les moyens des armées ne sont pas dédiés à ces missions-là. Ils ont été conçus pour leurs opérations, mais il se trouve qu'ils ont en général une valeur duale. Et c'est bien à ce titre qu'ils sont employés. Vous avez des exemples, vous avez eu le tsunami en Indonésie. Alors là, ce n'est pas climatique, c'est lié plutôt à la catastrophe naturelle sismique, mais on rejoint les mêmes effets. Hein. Cette intervention, eh bien, elle nécessite d'arriver dans un endroit où vous n'avez plus d'infrastructure. Et dès lors que vous n'avez plus d'infrastructure, vous êtes obligé, eh bien, très souvent, d'utiliser les moyens aériens. Et ces moyens aériens, ils sont contraints. Quand on peut poser un Hercule, un A400 sur une piste, on a un moyen assez rapide de déployer, qui est plus rapide d'ailleurs qu'un porte-hélicoptère d'assaut, de déployer des médecins, déployer de la nourriture, etc. Mais quand vous n'avez pas cette possibilité, l'accès se fait par la mer. Donc, vous voyez que dans les deux cas, vous avez des avions militaires. Si la piste est courte, si la piste est longue, vous pouvez utiliser des avions plus larges. Alors, est-ce qu'il faut redimensionner, que ce soit en quantité ou en qualité? Certainement non. Les armées restent dédiées pour leur mission et vous savez que les moyens sont quand même relativement comptés. Par contre, ça nécessite d'abord un effort d'anticipation, c'est-à-dire que si on peut anticiper ces phénomènes, eh bien, on va pouvoir agir avec des moyens moins contraints, donc pouvoir avoir un peu plus de temps. Et ça, c'est ce qu'on cherche à gagner avec l'anticipation et puis prévenir évidemment les populations. Et puis après, eh bien, ça dépend un petit peu de la zone dans laquelle vous êtes. Je parlais tout à l'heure de l'intervention au Mozambique. On avait la chance d'avoir un porte-hélicoptère d'assaut qui était en océan Indien. Les Indiens n'étaient pas très loin non plus, ont rallié la zone, le porte-hélicoptère d'assaut a pu rallier la zone, et donc on a pu mettre des moyens très conséquents. Quand vous ne les avez pas, que les délais sont contraints, bien vous devez faire avec ce que vous avez. Et c'est toute la difficulté de ces opérations. Mais il n'est pas, on n'est pas actuellement, on reste dans une logique qu'on appelle la logique des 4 I, hein, qui est la contribution des armées à des opérations qui ont vocation à être faites, conduites théoriquement par les civils, les actions de la sécurité civile, etc. Quand on parle d'incendie, voilà. Mais vous avez constaté comme moi que de plus en plus, les armées sont sollicitées parce que ces moyens civils sont saturés. Et donc, mais ça restera la logique du complément. Hein. Quand ces moyens civils sont soit inexistants, soit indisponibles, ou soit, alors j'ai plus les autres I, mais ou inadaptés à la situation. Ça doit rester la règle de principe.
Ça dit, ça n'empêche pas de réfléchir au dimensionnement et aux ambitions que l'on porte. Mais par contre, ce n'est pas l'objectif de créer des moyens dédiés. Hein. C'est bien les moyens qui sont à définition opérationnelle, qui ont un usage dual. Un hélicoptère, vous savez, qu'il soit militaire ou pas militaire, il peut aller d'un point A à un point B et transporter des personnes. Voilà. Donc, on est bien dans cette dualité, mais pas dans la finalité. J'espère répondre à la question. Merci beaucoup, Amiral. Est-ce que quelqu'un d'autre désire réagir? Nicolas, oui. Oui, je crois que c'est très important de souligner que le ministère de la Défense, le ministère des Armées, pardon, n'est pas la seule partie prenante dans ce genre d'affaires en cas d'événements climatiques extrêmes sur le territoire national ou à l'étranger. Je dirais, nous sommes organisés au niveau interministériel pour répondre et quand le politique le décide. Donc, le ministère des Armées apporte sa contribution spécifique. Mais la sécurité civile, sous l'autorité du COGIT, sous le pilotage du ministère de l'Intérieur, est censée apporter des moyens propres. Donc, il ne faut pas avoir la logique un peu simpliste de considérer que nous aurons plus de catastrophes humanitaires, donc le ministère des Armées doit redimensionner ses moyens. Je dirais que c'est une approche forcément plus complexe que ça, à caractère forcément interministériel, et effectivement, il y a quelques spécificités des armées qui font que, oui, ça peut avoir des impacts quand les 4 I sont respectés, mais il ne faut pas aller trop vite en besogne. D'où l'idée, qui n'est pas nouvelle, je dirais, d'une réflexion véritablement interministérielle sur l'impact au sens large de la sécurité du changement climatique, parce que ce n'est pas en travaillant encore une fois en silo ministériel qu'on pourra répondre au mieux à ce genre de défi. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. On a une autre question qui porte sur la géo-ingénierie. Alors du coup, peut-être François pourra nous en parler. Donc la question est la suivante. Est-ce que le nouveau plan d'action de l'OTAN et le nouvel intérêt de l'OTAN pour les questions climatiques pourrait entraîner une politisation, voire une militarisation future de l'usage des technologies de géo-ingénierie? Alors déjà, je ne pense pas que tout le monde sache ce qu'est la géo-ingénierie, donc peut-être qu'une petite mise au point sémantique s'impose. Oui, bien sûr. Alors, il est effectivement important, Tom, je crois, de commencer par définir ce qu'on appelle géo-ingénierie, et effectivement, on met souvent derrière ce label des techniques d'ingénierie qui sont souvent assez différentes les unes des autres. Le label, l'étiquette désigne en général toutes les techniques de manipulation artificielle du climat. C'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps en réalité. On sait par exemple que dans les vignobles, on lâche parfois des cristaux de sel dans les nuages pour provoquer les précipitations. Ici, on parle évidemment de manipulation du climat à plus grande échelle, et derrière ces techniques, on trouve en général 2 grandes familles. Une première famille de techniques qui cherche à retirer du carbone de l'atmosphère, et donc à retirer artificiellement du carbone de l'atmosphère, ce qui pourrait faciliter l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris, notamment s'il s'agit de passer à des émissions négatives, il faudra retirer du carbone de l'atmosphère. Et on vise aussi une autre famille de techniques qui vise à refroidir la température sur Terre et donc, quelque part, à limiter les impacts du changement climatique. Évidemment, ces 2 techniques visent des buts différents, mais sont néanmoins classifiées sous la même étiquette de géo-ingénierie. Alors, bien entendu, ces techniques posent des questions très importantes. Elles posent d'abord des questions pratiques tout à fait importantes. Est-ce qu'on maîtrise suffisamment de ces techniques? Est-ce qu'on maîtrise d'éventuels effets secondaires qu'elles pourraient entraîner? Elle pose bien sûr des questions éthiques et philosophiques importantes. Avons-nous le droit de nous improviser démiurges et de manipuler artificiellement le climat? Certains répondront qu'il n'en est pas question et que ce serait une grave faute morale. D'autres diront qu'après tout, le changement climatique est déjà une forme de manipulation artificielle du climat et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le manipuler dans l'autre sens. Et puis,
elle pose aussi des questions importantes de gouvernance. Parce qu'à l'heure actuelle, comme la question le rappelle, il n'y a pas de cadre légal international pour définir qui a le droit de mettre en place telle ou telle mesure de géo-ingénierie. Or, on constate aujourd'hui que toute une série d'expérimentations sont déjà réalisées, à la fois par des pouvoirs publics, mais également dans les laboratoires privés, et que toute une série de milliardaires bien connus financent déjà aujourd'hui une série d'expériences de géo-ingénierie. Et toute la difficulté de la gouvernance, évidemment, est que dès lors qu'on met en place un cadre international qui encadre cette géo-ingénierie, ça veut dire qu'on répond en quelque sorte aux questions précédentes et qu'on valide les questions précédentes. Le risque, en ne mettant pas en place un cadre de géo-ingénierie, c'est que n'importe qui pourrait demain décider de manipuler artificiellement le climat. Et donc, c'est vraiment une question qui soulève d'énormes enjeux en matière de sécurité climatique. Et effectivement, comme le pose la personne qui pose la question le souligne, l'OTAN se saisit de plus en plus de ces questions de sécurité climatique. Pas encore pour l'heure de géo-ingénierie. À mon sens, c'est une question qui doit être traitée au sein de l'ONU et qui doit s'accompagner d'une véritable réflexion éthique. J'invite vraiment tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce sujet à lire une petite histoire des Schtroumpfs qui s'appelle Le Schtroumpfeur de pluie, qui est la deuxième histoire qui suit le Cosmos Schtroumpf. Et en quelques pages, tous les enjeux pratiques, éthiques et de gouvernance de cette question de la géo-ingénierie sont résumés pour vous déflorer à peine l'histoire. Le Schtroumpf bricoleur met au point une machine qui permet aux Schtroumpfs de décider la météo qu'il fera sur le village. Et bien entendu, les Schtroumpfs ne parviennent pas à s'accorder sur la météo idéale. Tous les enjeux, ils sont résumés en quelques pages, mais ça ouvre des perspectives absolument gigantesques qui doivent, à mon sens, être traitées au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Merci beaucoup, François, d'avoir schtroumpfé cette question. Je pense que c'était très clair. Nous avons une autre question par rapport aux incertitudes liées aux modélisations climatiques. La question, en fait, c'est comment ces incertitudes, elles sont intégrées dans les travaux de l'Observatoire. Alors là, peut-être Julia, tu peux t'exprimer. Je peux commencer et puis François complétera. Oui, oui, bien sûr, il y a des incertitudes, que ce soit en termes climatiques au sein des modèles. Ces incertitudes sont d'ailleurs souvent chiffrées au sein des modèles climatiques. Et puis, il y a des incertitudes surtout quant à l'évolution humaine d'une zone. En fait, dans les deux cas, ce qu'on va venir faire, nous, c'est essayer de trouver les points chauds, c'est-à-dire sur une zone, quels peuvent être à la fois les facteurs de risque en matière de climat, en matière d'économie, par exemple, ça peut être l'agriculture, la pêche ou certains secteurs tertiaires du type tourisme. S'il y a des inquiétudes à avoir sur la stabilité politique de certains pays ou de certaines régions, sur la façon dont les différents peuples interagissent, les différentes populations interagissent les unes avec les autres. Donc on ne va jamais, en tant que chercheur, venir dire avec certitude qu'une zone, un lieu, une population, une ville vont être, avoir des potentiels chrysogènes. On va juste mettre en lumière ces différents éléments, les uns après les autres, et ensuite ça permettra, ça permettra au ministère des Armées notamment, en fonction des événements et puis au fur et à mesure que la situation va évoluer, de se projeter, d'anticiper certaines crises. François, si tu veux revenir notamment sur les incertitudes scientifiques au niveau du climat, même si elles sont toujours très fortes, il y en a quand même beaucoup qui s'amenuisent avec le temps, de façon d'ailleurs assez triste, puisque même si le rapport du GIEC n'est pas encore sorti, on sait qu'il va confirmer certains faits qui auparavant qui restaient parfois incertains. Et donc, je dirais que même s'il reste des incertitudes, d'un point de vue scientifique, c'est inévitable d'avoir des incertitudes. D'un point de vue politique, il faut les prendre en considération, mais ne pas s'y arrêter, parce que sinon, en fait, on va attendre que ce qu'on redoute arrive pour agir. Et la réaction n'est évidemment pas le but de l'observatoire. Le but, c'est l'anticipation, et justement pas la réaction. Est-ce que quelqu'un veut compléter?
Je pense que c'était assez clair. Je propose qu'on passe à une autre question. Alors déjà, j'interromps 5 minutes parce que je vois quelqu'un qui dit: pouvez-vous nous montrer cette cartographie? Alors je présume qu'il s'agit soit de la cartographie franco-australienne, soit de l'étude SPDMM. Alors du coup, j'en profite pour rappeler que ce sont des rapports qui sont non protégés, non classifiés et qui sont donc disponibles et sur le site de l'IRIS et sur le site du ministère des Armées. Donc il vous suffit de taper le nom dans votre barre de recherche Google et vous devriez pouvoir y avoir accès. Alors, il y a une autre question sur la stratégie française pour le pourtour méditerranéen concernant ces questions. Je peux y répondre moi-même, il n'y a pas de stratégie dédiée pour cette partie du monde. Néanmoins, il y a plusieurs études qui ont été faites. Il me semble, donc, Nicolas a mentionné l'étude 5+5 qui a été réalisée avant la création de l'Observatoire, mais il y a aussi eu un rapport sur l'Afrique du Nord. Alors, peut-être François ou Julia, vous voulez en parler rapidement? Oui, oui, très rapidement, simplement pour dire qu'effectivement, le travail de l'Observatoire s'est organisé largement par zone d'études géographiques et qu'il y a effectivement un rapport spécifique qui porte sur l'Afrique du Nord et sur le pourtour méditerranéen, qui sera évidemment une zone très affectée par les impacts du changement climatique, et évidemment une zone aussi d'intérêt stratégique pour la France. C'était un des premiers rapports que nous avons produits. Merci beaucoup. Et puis peut-être pour dire que la Méditerranée, comme l'Arctique, fait partie des zones qui vont être touchées le plus directement et le plus rapidement par les changements climatiques. Et aujourd'hui, c'est une zone qui s'est réchauffée plus vite que la moyenne mondiale, qui, je le rappelle, a pris 1,1 degré depuis le début des relevés. Donc quand on parle de plus 1,5, on est déjà bien en route. Et en Méditerranée, je crois qu'on est arrivé à 1,2. 1,3, François, tu me contrediras si c'est le cas. Mais en tout cas, la Méditerranée est effectivement un lieu qu'il faut continuer à étudier avec attention, puisque c'est un lieu qui cristallise beaucoup de choses d'un point de vue climatique comme d'un point de vue géopolitique. Merci Julia pour ce complément. On a encore le temps, je pense, pour une ou deux questions avant de conclure. Donc nous avons une question de Monsieur Éric Brun, qui travaille au ministère de la Transition écologique et qui nous pose la question suivante. Vous êtes-vous fixé une valeur de réchauffement global et un horizon temporel pour identifier et évaluer les mesures d'adaptation à mettre en place dans les armées? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui, alors on a travaillé avec différents scénarios. En termes d'horizon temporel, on s'est généralement fixé comme année de référence 2030 et 2050, donc un scénario à 10 ans et un scénario à 30 ans. Et on a essayé de travailler à partir des différents scénarios du GIEC et donc à partir de différentes valeurs de réchauffement. Et donc on n'a pas, je dirais, un scénario de base, mais on a plusieurs types de scénarios en fonction du niveau de réchauffement et à différents horizons temporels. Merci beaucoup, François. Alors, il y a une question suivante par rapport aux incendies. Je ne vais pas reprendre exactement les questions, mais ça montre aussi que les événements climatiques extrêmes ne sont pas seulement en dehors du territoire métropolitain et que la France hexagonale est également touchée et qu'il y a un certain nombre de missions des forces armées et que les forces armées sont mobilisées pour répondre à ce problème des feux de forêt, notamment dans le sud-est de la France chaque année, dans le cadre de l'opération Héphaïstos. Est-ce que Amiral ou Nicolas, vous voulez en dire un mot si vous avez quelque chose à rajouter? Ce que l'on sait, c'est que les feux de forêt vont progresser vers le nord. Donc, cela, naturellement, va peser sur les moyens de la sécurité civile et, le cas échéant, aussi sur la mission temporaire Héphaïstos qui se déclenche de manière saisonnière au moment où les feux sont les plus importants. Donc, oui, bien sûr, il y a aussi un mécanisme européen, je dirais, d'entraide, heureusement, qui permet parfois à la France d'envoyer ses moyens à l'étranger et parfois aussi d'avoir le soutien de moyens européens. Je pense qu'il faut aussi, dans cette réflexion sur les événements climatiques de cette nature sur le territoire européen, ne pas avoir uniquement une réflexion nationale. Il faut avoir une approche plus haute aussi, même si naturellement l'échelon le plus légitime, celui qui
à l'égard duquel la population a des attentes légitimes, c'est l'échelon national, l'échelon de l'État, et il ne faut pas esquiver cette responsabilité, mais il y a des mécanismes d'entraide au niveau européen, et il y a aussi une réflexion à avoir au niveau européen. Alors peut-être existe-t-elle et que je ne suis pas du tout au courant, mais je ne suis pas certain. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé d'éléments d'information probants sur des réflexions tant au niveau national et encore moins au niveau européen sur comment répondre à ces enjeux de sécurité civile à l'avenir, avec quels moyens et quelles sont toutes ces conséquences. Donc, je crois que là, il y a effectivement tout un terrain à investiguer. Oui, si je peux compléter, on voit que sur l'affaire de l'Australie, les autorités ont tâtonné. C'était un phénomène un peu nouveau, donc c'est tout l'intérêt d'anticiper un peu les choses, hein, c'est de se préparer. On a eu une action de la marine, on a eu des diverses actions. Sur la question précise des feux, on voit bien que le rôle majeur, il va être plutôt un rôle d'évacuation, c'est-à-dire dès lors qu'on a besoin de moyens lourds, et puis éventuellement des rôles de tranchées. Mais comme le disait Nicolas, ça pose plus largement la question des mécanismes. Et cette réflexion des mécanismes qui va dans cette logique d'adaptation des armées et pas forcément toujours une logique de moyens, mais parfois une simple logique d'organisation. Et on a conduit post-Irma une réflexion assez poussée avec les Pays-Bas et la Grande-Bretagne dans l'organisation dans les Caraïbes pour savoir comment est-ce qu'on s'organise. C'est d'un côté d'abord l'anticipation comme toujours, ensuite avoir une organisation qui est robuste dans laquelle vous avez une capacité de commandement, et donc là aussi les armées, quand on parle de capacité de commandement, ça parle, c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on sait mettre en place, un chef, des moyens, une mission, et puis également après une répartition des rôles intelligente en fonction des moyens qui sont disponibles. Et donc, comme le disait Nicolas, la réponse, elle n'est pas forcément uniquement nationale, mais c'est avoir adapté une présence, avoir adapté une coopération, avoir adapté un entraînement pour le jour où ça se produit, eh bien, répondre avec les moyens les plus appropriés, si possible en coopération, parce que dans tous les cas, et on voit bien que la tendance, et c'est là où c'est important, la tendance, elle est à l'accroissement de ces phénomènes, et donc il va falloir les prendre en compte de plus en plus ensemble, parce que les moyens nationaux seront assez vite dépassés, hein, ils le sont dépassés dans des petits États, mais on voit que des plus grands États le sont aussi. Donc cette organisation et ces mécanismes constituent vraiment un pôle de réflexion, et c'est pour ça que c'est assez satisfaisant de voir que nos partenaires y réfléchissent aussi, puisque c'est bien ensemble qu'on va pouvoir avancer sur des mécanismes et des solutions qui nous aideront à traiter le mieux possible ces événements inéluctables. Merci beaucoup, Amiral. Je pense qu'on arrive au terme de cette partie questions-réponses. Donc avant que l'on se quitte, je voudrais dire un petit mot. Il me revient donc de conclure ce séminaire qui aura été très riche de partage de connaissances et d'expériences sur ce sujet de la sécurité climatique. Alors, je voudrais tout d'abord, avant que l'on se quitte, exprimer mes remerciements à tous les intervenants qui ont permis d'alimenter des discussions très riches et je pense de dresser un panorama très clair de tous les travaux majeurs de l'Observatoire, tout en nous éclairant sur les évolutions du contexte politico-stratégique international plus global autour de ces questions et surtout de la place de la France dans tout ça. Et il me semble que c'était très important et très intéressant. Plus largement, j'aimerais remercier toute l'équipe scientifique de l'IRIS qui, pendant ces 5 années, on l'a vu, nous a fourni tous les outils nécessaires pour mieux comprendre ces risques sécuritaires et de défense liés au changement climatique, ce qui ouvre la voie pour nous, pour le ministère des Armées, à une intégration accrue de ces enjeux, aussi bien dans notre réflexion stratégique et dans nos documents de doctrine dans le futur que dans nos travaux opérationnels, on l'a vu avec la méthodologie d'analyse de la vulnérabilité des infrastructures. Alors merci beaucoup à tous pour votre travail, c'est un plaisir de travailler avec vous.
Et ce que nous avons pu constater finalement au fil des interventions, c'est que à travers tous ces travaux, d'importants efforts ont été engagés pour développer la prise de conscience, alors au niveau interne MINARM, au niveau national, au niveau international, en bilatéral avec les Australiens, les Indiens au sein de forums internationaux. Et ce que je voudrais dire tout de même, c'est que ceux qui restent à convaincre, et ça a été évoqué, restent encore très nombreux. Et il me semble que beaucoup reste à faire sur ce sujet, notamment en termes de sensibilisation, notamment en termes de formation aussi peut-être, à la fois des cadres militaires et des cadres politiques. Et la prise de conscience aujourd'hui reste encore trop imparfaite. Et c'est la raison, je pense, pour laquelle la recherche stratégique est aujourd'hui si importante pour le ministère des Armées, et en particulier sur ces questions. Euh, euh, on l'a dit également, grâce à l'Observatoire, nous avons pris une avance considérable qui serait très dommage de perdre dans ce contexte de prise de conscience accrue. Et comme l'a dit l'amiral en introduction, il est très important, il me semble, que le ministère des Armées se maintienne dans la course et que nous poursuivions tous ces travaux engagés. Alors, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et c'est la raison pour laquelle, et je finirai là-dessus, c'est avec une joie non dissimulée que j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un nouveau cycle de recherche sur cette thématique de la sécurité climatique sera lancé par la DGIS, et ce, dès le début de l'année 2022. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention, et je vous dis donc à très bientôt. Peut-être un petit mot avant de conclure, puisque c'est une conférence de clôture. De mon côté, je voudrais remercier tous les contributeurs de l'Observatoire depuis le début. Donc, remercier aussi Bastien Lex, qui a été co-directeur pendant de longues années de cet observatoire, et puis les contributeurs à la fois chercheurs associés à l'IRIS, à la FRS et dans d'autres institutions de recherche, qui nous ont permis de traiter de tous ces sujets pour lesquels évidemment on aurait été très insuffisant avec les quelques chercheurs de l'IRIS et puis François, puisqu'on a des expertises très diverses, mais qui ne couvrent évidemment pas tous les champs d'expertise qu'on a pu mobiliser au cours des années précédentes. Voilà, donc merci au ministère des Armées évidemment pour sa confiance, et puis merci à tous les contributeurs et à tous les chercheurs qui ont participé à ces études. Et merci à toi, Julia, pour cette co-direction. Merci aussi de ma part à tous les personnels du ministère pour leur soutien à cet observatoire pendant les 5 dernières années. Je pense qu'on a fait du bon travail. Merci, bonne soirée. Beaucoup, bonne soirée à tous. Bonne soirée.